Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, vers une reprise imminente des réunions du comité de suivi de l'accord de paix au Mali. La médiation internationale annonce des rencontres avec toutes les parties prenantes pour la relance des travaux. L'armée congolaise et la MONUSCO main dans la main pour faire face à l'insécurité dans le Nord Kivu. Des opérations militaires conjointes sont annoncées à Béni notamment où 77 civils ont été tués depuis le 5 novembre. Et puis au Cameroun, la deuxième conférence des gouverneurs a pris fin ce mardi 26 novembre à Yaoundé. Les campagnes électorales en vue du double scrutin législatif et municipal de 2020 étaient au cœur des débats. Mais avant de développer ces titres, l'UDC n'a pas dit son dernier mot au Botswana. Le principal parti d'opposition a déposé ce lundi devant la justice un recours en annulation des élections législatives d'octobre dernier, dans près de la moitié des circonscriptions remportées par le Parti démocratique du Botswana. La formation accuse le parti au pouvoir d'avoir délibérément organisé des fraudes électorales. La Haute Cour dispose de 90 jours pour se prononcer sur les requêtes de l'opposition qui, nous vous le rappelons, ne menace pas la majorité absolue du BDP qui dispose de 38 des 57 sièges que compte le Parlement. Après 3 mois d'impasse, les réunions du comité de suivi de l'accord de paix pourraient bientôt reprendre au Mali. Une délégation de la médiation internationale conduite par le chef de la MINUSMA a été reçue ce lundi par le chef de la diplomatie malienne, Thielibé Dramé. Des rencontres avec les autres parties prenantes sont également annoncées. On fait le point tout de suite dans ce reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant à Bamako. Bloqués depuis l'échec de la réunion du comité de suivi devant se tenir à Kidal, les parties signataires de l'accord de paix d'Alger ne se voient plus. Conséquence, les applications de l'accord se font toujours attendre. C'est pour remédier à cette crise que la médiation internationale est allée à la rencontre de la partie gouvernementale. La première fois que les sessions du CSA ne se sont pas tenues de façon régulière, on a eu une rupture pratiquement de 2 mois. Et nous avons estimé au niveau de la médiation internationale que nous devrons bouger pour qu'on puisse avancer. Et le premier pas que nous avons estimé nécessaire de le faire, c'est de rencontrer le gouvernement pour voir un peu, y a-t-il des points de blocage, y a-t-il des possibilités de renouer pour qu'on puisse tenir le CSA. Le gouvernement malien, tout en saluant cette initiative, s'est dit disposé à renouer le fil du dialogue avec les groupes armés signataires. Nous essayons d'avancer vers une compréhension commune des problèmes relatifs à la restauration de l'autorité de l'État. Il y a aujourd'hui une compréhension commune, les divergences se réduisent, nous allons avancer. La médiation internationale composée des 5 pays du Conseil de sécurité, de l'Union africaine, de la CEDEAO et de l'Union européenne devrait rencontrer les groupes armés signataires pour la tenue du comité de suivi des accords. Une reprise imminente des réunions du comité de suivi de l'accord alors que la situation sécuritaire s'est fortement dégradée ces derniers mois au Mali. On vous le disait plus tôt, ce lundi 13 militaires français ont perdu la vie dans un accident de 2 hélicoptères, accident survenu dans le cadre d'une opération de Barkhane qui mobilise 4500 militaires au Sahel. Dans l'actualité également, ce drame en République démocratique du Congo, au moins 36 personnes ont perdu la vie suite à des fortes pluies dans la nuit de lundi à mardi à Kinshasa et plus particulièrement dans la commune de Lemba. Les quartiers Mbanza Lemba, Salongo et Livulu sont les plus touchés. Les victimes ont été pour la plupart emportées par des éboulements de terrain. Les autorités locales évoque des dégâts matériels importants. Au moins 2 ponts se sont effondrés ainsi qu'une chaussée sur l'avenue qui mène vers l'université de Kinshasa. Les recherches se poursuivent pour tenter de trouver d'éventuels survivants. La République démocratique du Congo, où la force onusienne MONUSCO et l'armée nationale mènent depuis ce lundi une opération conjointe dans la région de Béni. Opération qui fait suite à un nouveau massacre de civils dans la nuit de dimanche à lundi, attribué au groupe armé des forces démocratiques alliées. Les détails avec Ange Bijono-Menio.
L'armée congolaise et la MONUSCO, mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, sont à pied d'œuvre à Béni. L'Est de la République démocratique du Congo est depuis quelques moments le théâtre des violences extrémistes menées par des groupes armés. Pour venir à bout de ces attaques, la présidence congolaise a donc décidé de lancer cette opération conjointe des forces militaires. L'armée congolaise menait des opérations contre les ADF-NALU et donc la contre-offensive qui était annoncée par le chef de l'État n'avait pas impliqué les troupes des Nations Unies. Et ils intervenaient probablement dans le domaine de renseignement et déploiement des drones et autres. Mais on a constaté qu'il y a malheureusement un changement de stratégie au niveau des ADF. Ils ont choisi d'attaquer les populations à l'intérieur même de la ville de Béni. En représailles à l'offensive congolaise, les rebelles ont plusieurs fois attaqué des civils, faisant au moins 70 victimes au cours des dernières semaines. Lundi 25 novembre, des émeutes contre la mission de l'ONU en RDC ont éclaté à l'est du pays. Des émeutiers ont attaqué un camp des Nations Unies pour dénoncer leur inaction après les massacres des civils attribués aux présumés ADF. Alors cela repose le problème de la quintessence même de la finalité de la mission des Nations Unies, parce que la mission des Nations Unies a déployé plusieurs centaines d'hommes armés dans la ville de Béni, mais cela n'est pas suffisant pour arriver à sécuriser la population de Béni. L'ONU a appelé les habitants de Béni au calme après les manifestations de lundi. Un couvre-feu a été décrété jusqu'à nouvel ordre par les autorités provinciales du Nord Kivu entre 18h et 6h à Béni et ses environs. Yaoundé, capitale du Cameroun, a abrité ces 25 et 26 novembre la deuxième conférence des gouverneurs de région sous la conduite de Paul Atanga-Ndji. La situation sécuritaire et l'organisation des élections législatives et municipales de février 2020 étaient au cœur des discussions. À ce propos, le ministre de l'administration territoriale appelle à une campagne responsable et fair-play. Les détails avec Nathalie Mo et Ange Bijou-Nomenyo. La deuxième conférence nationale des gouverneurs pour l'année 2019 s'est tenue à Yaoundé ce 25 novembre 2019. La rencontre présidée par le ministre de l'administration territoriale Paul Atanga-Ndji a eu pour principal objet la sécurisation des élections législatives et municipales du 9 février 2020 dans toutes les régions du pays. Les prochaines échéances électorales se tiendront dans un contexte sécuritaire particulier. Dès lors, nous devons faire preuve, plus que par le passé, de vigilance et d'anticipation. Nous devons être proactifs et pour cela, le renseignement prévisionnel doit être au cœur de nos priorités. Outre la vigilance administrative, le ministre de l'administration territoriale a également appelé à la responsabilité des leaders de partis politiques engagés dans le processus électoral en cours. Il a rappelé ainsi que des lois encadrent l'activité des partis politiques lors des échéances électorales au Cameroun. La campagne électorale est le moment propice pour tout responsable politique de vendre aux électeurs son projet de société. Pour cela, nos lois donnent lieu à l'organisation de meetings ou de manifestations publiques. Ces meetings politiques sont encadrés, je dirais bien encadrés par les mêmes lois. Et des autorités administratives qui délivrent les autorisations de manifestations publiques doivent toujours s'assurer que les conditions idoines sont réunies pour les tenir. La tenue des prochaines élections législatives et municipales est fixée au 9 février 2020. Un mandat attendu après que celui des députés et des maires ont été prorogés par décret présidentiel en juillet 2019. Quel avenir pour le franc CFA? Eh bien, les chefs d'État de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale affichent une volonté commune de faire évoluer cette monnaie héritée de la colonisation. La BEAC, la Banque des États d'Afrique centrale, a été chargée de proposer dans un délai raisonnable un schéma d'évolution. On fait le point tout de suite avec Corinne Kamsoferem et Ange Bijou-Nomenyo. Le franc CFA est en usage dans les 6 pays que constitue la CEMAC depuis 1945, bien avant les années d'indépendance. Malgré un relèvement économique constaté ces 2 dernières années dans cette sous-région, le système monétaire basé sur le franc CFA semble représenter un frein à un véritable essor économique. Les principaux griffes pointent du doigt le compte d'opération logé en France, la fixité de la parité entre franc CFA et l'euro et la souveraineté des États, des éléments qui appellent à des réformes. Que lorsque cette question
s'invite par exemple dans un sommet extraordinaire du chef d'État, ça veut dire qu'il s'agit d'un sujet sérieux. Maintenant, nous attendons des orientations qui soient plus claires. Est-ce que par exemple, les très hautes personnalités qui se sont réunies à Yaoundé vendredi dernier vont mettre en place un groupe de travail fait de ministres des Finances, fait des experts de la Banque centrale et des partenaires internationaux, que des pistes précises soient dégagées. Face à ceux qui souhaitent une véritable réforme du système monétaire en Afrique centrale, s'érige le camp des défenseurs du franc CFA. Leurs arguments reposent sur la stabilité monétaire de toute la sous-région et la flexibilité que garantit cette monnaie dans le cadre des échanges internationaux. L'expérience africaine montre que les pays qui ont leur propre monnaie ont eu un temps d'apprentissage pour la gestion de cette monnaie-là, pour lutter contre l'inflation, pour maintenir la monnaie au rythme où évolue l'économie. Il s'agit exactement pour le franc CFA, qu'il soit réformé ou qu'il reste le même, que l'on parvienne à la même dynamique de sérieux. Aujourd'hui, il y a des récriminations qui sont des récriminations symboliques, qui sont des récriminations politiques, qui sont des récriminations techniques contre le franc CFA. Il faut rentrer vraiment en profondeur sur la question et sur l'ensemble des points qui sont soulevés. La France, qui est un partenaire stratégique des pays de la CEMAC, se dit ouverte à toute discussion. Ainsi, les réflexions au sein de la CEMAC, telles que suggérées par les chefs d'État au sommet de Yaoundé, pourraient se faire dans les plus brefs délais. L'enjeu étant aussi d'emboîter le pas à l'Afrique de l'Ouest, qui projette déjà l'adoption d'une monnaie autre que le franc CFA d'ici 2020. Petit producteur de pétrole depuis 2011, le Niger se prépare à faire son entrée dans la cour des grands. Les autorités tablent sur une production de 500 000 barils de pétrole par jour à l'horizon 2025-2030 contre 20 000 actuellement. Mais ce progrès bénéficiera-t-il à tous les Nigérians? Eh bien, la question se pose alors que le pays est classé dernier en matière de développement humain. Les détails avec Philomène Tine. Devenu producteur de pétrole depuis 2011, le Niger, lors des années précédentes comme en 2019, tient le dernier rang au classement de l'indice du développement humain du programme des Nations Unies pour le développement, place que le pays a d'ailleurs occupée depuis l'entrée dans la production pétrolière. Depuis 2012 déjà, le Niger est confronté à des tensions budgétaires énormes. Et ça a été des pesanteurs qui ont revu à la baisse toutes les prévisions dans la lutte contre les inégalités sociales. Les problématiques liées également à la répartition des ressources et aux investissements en tant que tels. Tout ce qui est lié également dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Donc voilà autant d'enjeux qui ont fini par fragiliser le Niger. À noter que le pays a été épinglé plusieurs fois pour sa gestion nébuleuse des industries extractives. Près de 50 hommes d'affaires ont mis en place un système de fausse exportation du pétrole qui a causé entre 2017 et 2019 au moins 15 millions d'euros de manque à gagner au trésor public nigérien, selon la haute autorité nigérienne de lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Il y a quelques mois de cela, la société civile nigérienne avait critiqué la gestion des finances publiques au Niger, donc les problématiques liées à la publication de tous les contrats pétroliers. Donc l'initiative ITIE avait interpellé le Niger par rapport à la publication de certains chiffres. Donc il est évident que nous sommes toujours dans une situation de non-transparence budgétaire. Toutefois, le Niger affiche de grandes ambitions dans le secteur des hydrocarbures en Afrique. Le Niger projette de se hisser au niveau des plus grands pays producteurs de pétrole en Afrique à partir de 2025. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Restez sur Africa 24, l'information continue.